Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de deux sujets en bourse. On va d'abord parler d'Apple qui a annoncé un nouvel iPhone et quels pourraient être les impacts que je vois sur l'action, que j'ai d'ailleurs en portefeuille. Et en deuxième partie de vidéo, on va parler des résultats de SolarEdge, qui est un des acteurs dans le secteur du solaire. On parlera du coup aussi un petit peu d'Enphase et on va voir ce qu'ils ont eu comme résultat, est-ce qu'il y a du positif ou du négatif. Comme d'habitude, évidemment, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais, mais c'est votre argent au final, donc prenez vos propres décisions. Donc Apple a annoncé un nouvel iPhone qui s'appellera le 16e. Donc on a maintenant le 16e, le 16 et le 16 Pro. Et il sera vendu aux États-Unis au prix de 599 $ lors de la mise en vente qui va arriver incessamment sous peu. Alors, de suite, pourquoi j'en parle sur la chaîne? Tout d'abord, car ça va impacter le chiffre d'affaires, en positif ou en négatif. Ça, on verra et je vais un petit peu vous partager mon avis. Ensuite, j'ai le titre en portefeuille. C'est une ancienne position pour moi qui date de 2019. Vous voyez que je suis bientôt sur un x5, donc c'est pratiquement que des gains latents. Et donc, forcément, je dois continuer à suivre l'entreprise parce que si je vois rien d'inquiétant, j'ai envie de la conserver. J'ai pas envie de payer des impôts et si c'est un titre que j'apprécie, j'ai pas spécialement de raison de le vendre. Aussi, je veux parler de ce nouvel iPhone parce que Apple est souvent critiqué pour son manque d'innovation. Et même si c'est vrai que le business a des cycles et il agit souvent très prudemment, ils ne sont pas dans la disruption la plus totale, on va dire. Personnellement, je ne suis pas toujours d'accord avec le négatif autour de l'action, de dire qu'ils n'innovent pas, etc. J'en avais d'ailleurs déjà parlé récemment, notamment avec tout ce qui est dans le médical. Je pense qu'il y a des choses à faire et je pense que Apple agit doucement dans l'ombre, sans faire de bruit, mais au final, ils sont toujours là. Et après, on va regarder aussi les chiffres de l'entreprise parce que les chiffres restent impressionnants sur le long terme sur cette entreprise. Mais je reste prudent et donc c'est pour ça que je continue à suivre le titre au quotidien. Donc au niveau de la ligne produit, on a maintenant le 16e, le 16 et le 16 Pro. Et si on les regarde de derrière, je trouve que ça fait une gamme qui est cohérente maintenant. Vous avez le Pro avec 3 appareils photo, le normal avec 2 appareils photo et le moins cher avec un seul appareil photo. Et il y a évidemment aussi d'autres différences. Et aussi l'avantage, c'est que maintenant, en termes de prix, on démarre aussi bas que 599 $ et ensuite pour le Pro on monte beaucoup plus, donc il y en a pour tous les goûts. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'ensuite je vais le comparer avec d'autres entreprises qui ont un petit peu cette stratégie. Donc pour moi il manquait un téléphone moins cher chez Apple. J'en avais parlé à l'époque justement que moi personnellement je ne me voyais pas mettre 1000 $ dans un téléphone ou 1000 € dans un téléphone, et personnellement je suis chez Google avec les Pixel qui ont justement des gammes un petit peu moins chères et différents pricing. Et vous avez aussi la même chose chez Samsung avec différentes catégories. Et justement, avant, ils avaient le modèle SE, mais qui était vraiment en dessous en termes d'éléments. Il n'y avait pas le Face ID, par exemple. Au niveau de la puce, c'était pas une des dernières d'Apple. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que vraiment, le 16e, ils l'ont remonté en gamme. Il a aussi de l'IA maintenant, donc voilà, il a pas mal de choses. Évidemment, il est moins bon que les autres. Par exemple, on n'a qu'un seul objectif. Il n'y a pas le MagSafe aussi, j'ai remarqué. Donc voilà, ils ont fait des concessions pour baisser le prix. Mais j'ai hâte de regarder les avis, même à titre personnel. J'ai rien contre l'écosystème. Par exemple, j'ai un iPad et je trouve que d'ailleurs ça fonctionne bien aussi avec Microsoft puisque j'ai un ordinateur Windows et les deux fonctionnent pas si mal que ça avec le cloud. Avant, c'était plus compliqué, mais depuis qu'on a le cloud, honnêtement, tout fonctionne très bien entre les deux écosystèmes. Je n'ai pas trop de problème à passer des fichiers d'un côté à l'autre, notamment merci à Google Cloud. Et justement, en parlant de Google Cloud, vous avez toute la gamme des Pixel qui sont des téléphones qui se vendent de plus en plus chez Google et vous avez chez eux la version Pro, là le 9 Pro, la version normale, le Pixel 9 et bientôt ils vont sortir le Pixel 9a qui sera la version moins chère de la nouvelle ligne de téléphone. Et je pense que ça peut être une bonne chose qu'Apple applique cette stratégie parce que je pense qu'il essaie de l'argent sur la table. Il y a une part du gâteau qui n'était pas prise parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas aller mettre 800, 900, 1000 $ dans un téléphone et qui pourraient être intéressées par un budget sous les 600 $. On va maintenant passer aux chiffres de l'entreprise et je tiens à le dire, et je vous ai mis d'abord ce graphique, Apple, c'est une vraie machine à cash et je ne veux pas sous-estimer ce business. Ici, vous avez le rachat d'actions qui a lieu depuis 2012 et vous voyez qu'il est assez massif. On va aller regarder les chiffres après en milliards de dollars, vous allez voir. Tout d'abord, on va regarder les marges. C'est un business qui a des marges nettes très stables ainsi que des marges sur la trésor, les flux de trésor très stables aussi. Ils sont à chaque fois entre 25 et 27% pour un business qui certes a du dématérialisé, du logiciel. Ils ont évidemment les ventes de services aussi, mais ils ont aussi des produits physiques. Et une grosse partie de leur vente, c'est les iPhones, c'est les ordinateurs. Donc il faut les fabriquer. Et malgré ça, on tient des bonnes marges et même, vous voyez, des marges brutes à plus de 45% pour un produit industriel. Apple a toujours été dans l'optimisation de leur process industriel, très peu de produits avec des énormes volumes, ce qui leur permet d'avoir des sacrés gains de productivité. Et donc, c'est une entreprise très rentable parce qu'ils génèrent énormément de cash avec de telles marges et surtout parce qu'ils brassent énormément d'argent au niveau du chiffre d'affaires. Et ça, vous allez le retrouver sur ce graphique ici et on va vraiment aller regarder les chiffres ensemble pour comprendre les valeurs. Si on se met récemment, l'entreprise
en 12 mois glissants sur un an, et elle a généré 98 milliards de dollars de cash restant, de capacité d'autofinancement. Donc le free cash flow, le flux de trésorerie disponible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du montant, 98 milliards par an. Et cet argent, ils l'ont utilisé pour payer un dividende et racheter massivement des actions. C'est le graphique que je vous montrais au début. Ils font des rachats d'actions massifs, ce qui est du retour déguisé pour l'investisseur. Et en plus, ça maintient clairement le cours à la hausse, puisqu'il y a de moins en moins d'actions en circulation. Et ce qui est impressionnant, c'est que même si on a eu un ralentissement sur le chiffre d'affaires ces derniers temps, le flux de trésorerie disponible, lui, il est quand même très bon. Il a aussi un petit peu baissé, mais il ne s'est pas écroulé. Et ça, c'est une preuve quand même que l'entreprise tient bien ses marges malgré un petit peu la baisse des ventes. Ce qui me rassure énormément, d'autant plus que c'est pas comme si l'entreprise avait arrêté d'investir. Regardez, recherche et développement en 12 mois glissants, 32 milliards de dollars, et en investissement, donc en CAPEX, tout ce qui est usine, machines, etc., pour faire tourner l'entreprise, on dépense aussi dans les 10 milliards. Donc l'entreprise, elle investit encore en recherche et développement, et c'est pas comme si elle avait complètement abandonné l'idée d'innover. Alors je dis pas qu'ils réussissent tous les projets, la voiture ça n'a pas fonctionné, leurs lunettes en réalité augmentée non plus, mais il n'empêche qu'ils essayent quand même des choses. Ils sont très forts dans les montres, au niveau de leurs écouteurs, donc les AirPods, ils ont fait valider par les autorités de santé aux États-Unis un système qui permet de faire un autodiagnostic des problèmes auditifs pour ensuite être utilisé comme des appareils auditifs pour mieux entendre. L'entreprise dans l'ombre, pour moi, je trouve qu'elle continue quand même à faire des choses. Et je ne suis pas forcément ultra inquiet pour le futur à partir du moment où le chiffre d'affaires arrive à repartir. Et peut-être que cet iPhone 16e va être une des solutions pour relancer le chiffre d'affaires. L'entreprise a de la dette, elle la rembourse tout doucement depuis 1 an ou 2, comme vous le voyez. Mais si vous regardez le flux de trésorerie disponible auquel j'ai enlevé les compensations en actions destinées aux employés, s'ils arrêtaient de racheter les actions et de payer un dividende, ils vous remboursent la dette en 1 an. Donc je ne suis pas inquiet pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils conservent la dette. Enfin non, ils la remboursent tout doucement. Mais ce n'est pas du tout leur priorité en fait de rembourser cette dette. Et s'ils le voulaient, ils en seraient tout à fait capables. Donc je ne vois pas de problème sur le bilan. Je voulais vous montrer aussi la performance de l'entreprise par rapport au S&P 500. Peut-être qu'elle est beaucoup critiquée en ce moment pour son manque d'innovation, il n'empêche qu'elle explose le S&P 500. Si je la prends depuis que je l'ai acheté en 2019, de la même façon, vous voyez ici, j'ai les fameux 350-400% de gains contre le S&P 500 qui a fait aller 130%. Et si je le prends plus récemment, elle est en ligne avec le S&P 500. Elle ne se fait pas non plus complètement dévorer si vous regardez ici au niveau des graphiques qui bougent en dessous. L'entreprise paye un petit dividende, elle l'augmente raisonnablement, 5% par an sur les 5 dernières années en composé, et elle peut très largement le payer à un peu plus de 15% de taux de distribution sur la capacité d'autofinancement, donc le free cash flow. Aucun problème pour moi à ce sujet, ils peuvent payer le dividende, et en ce moment, clairement, ils préfèrent racheter des actions, ce que je peux comprendre. Surtout qu'ils continuent à investir en R&D et en CAPEX, sinon je serais plus inquiet, je ne vous le cache pas. Et enfin, je voulais vous montrer la valorisation, parce que oui, l'entreprise, clairement, elle se paye plus cher qu'avant. On a un petit peu une prophétie autoréalisatrice, parce qu'à force de racheter des actions, d'être dans les plus grosses entreprises du S&P 500 et du Nasdaq, eh bien, on se retrouve quand même sur une entreprise qui est dans beaucoup de portefeuilles, et donc oui, les valorisations sont élevées. Clairement, à 40 fois les bénéfices et 40 fois les flux de trésorerie disponibles, je n'achète pas l'entreprise. Quand je l'achetais en 2019, mi-2019, juin, juillet, voilà, on était sur un PER à 16 et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible à 15. À ce prix-là, clairement, j'avais pas de problème à acheter. Le titre s'est apprécié en bourse, mais je ne me vois pas non plus le vendre parce que vu les chiffres que je vous ai montrés avant, je vois beaucoup de positifs sur le business et je m'imagine pas le vendre. Je ne veux pas sous-estimer Apple. Deuxième partie de la vidéo, on va passer sur les résultats de SolarEdge. Mais juste avant, petit instant publicité, puisque c'est grâce à ça que la chaîne peut continuer et que je peux amener toujours plus de vidéos et de valeur. C'est grâce à ceux aussi qui me soutiennent et qui veulent aller plus loin dans leur apprentissage en nous rejoignant dans le programme. Déjà apprendre à faire des analyses, à se créer sa propre stratégie qui va correspondre à son profil. Donc dans le programme, vous avez toute la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale à suivre. Vous avez aussi mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes, aussi les vidéos hebdomadaires que je fais dans le programme avec mes séances de travail, mes analyses, les revues de portefeuille, etc. Vous avez la page de présentation où tout est expliqué. Et sachez que je réfléchis justement à un nouveau système parce que là, on est avec aussi de l'accompagnement et du coaching pour ceux qui le souhaitent. Et je suis en train de réfléchir à un nouveau système qui permettrait peut-être d'accéder notamment juste aux vidéos exclusives pour les personnes qui voudraient rejoindre la communauté d'une autre façon. C'est pas encore fait, ça viendra peut-être dans les
les mois à venir. Et évidemment, pour tous ceux qui rejoignent le programme maintenant, vous aurez accès à toutes les évolutions. Et d'ailleurs, il y a les personnes qui l'avaient rejoint il y a plusieurs années et qui ont toujours accès à l'intégralité du programme, à tous les nouveaux modules que j'ai rajoutés, etc. Je tiens toujours à remercier les personnes qui m'ont soutenu au début. Premier lien en description si ça vous intéresse et retour à la vidéo. Donc SolarEdge vient de publier ses résultats. C'est une entreprise que j'avais déjà comparée à Enphase à l'époque, c'est un concurrent, c'est pas tout à fait les mêmes technologies, mais dans les deux cas, on est sur les technologies d'onduleurs qui permettent de passer la puissance en courant continu des panneaux solaires vers du courant alternatif qu'on va utiliser ensuite dans les réseaux. Et à l'époque, j'avais fait une vidéo de comparaison entre les deux si vous voulez voir un petit peu plus d'infos sur les différences au niveau de la techno. Donc ce qui a été dit au niveau des résultats de SolarEdge, qui d'ailleurs a fait un plus 15% hier en bourse, donc on a eu du positif sur le titre. La première chose, c'est que leur chiffre d'affaires, eh bien, il est en baisse. Donc là, on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre que l'entreprise se comporte mieux en bourse, mais je vous expliquerai après pourquoi il y a une autre raison. Donc, si je vous compare ça à Enphase, vous voyez que les deux entreprises ont eu clairement une baisse de leurs revenus. À l'époque, on s'y attendait, on en avait parlé sur la chaîne. Clairement, je le dis encore et toujours, la traversée du désert est beaucoup plus longue que ce que je pensais, mais je suis toujours positif personnellement sur le secteur du solaire, et si vous voulez plus d'infos d'ailleurs sur Enphase, j'avais fait la vidéo des résultats il y a quelques semaines sur l'entreprise aussi. Donc au niveau de mon pointeur rouge à droite, je vous ai dessiné la tendance que va suivre le chiffre d'affaires au niveau de SolarEdge, et on voit que autant sur Enphase, eh bien on est reparti à la hausse et on a tenu le chiffre d'affaires sur le trimestre suivant, autant sur SolarEdge, on repart à la baisse. Maintenant, pourquoi l'entreprise s'est mieux comportée en bourse? Eh bien, en fait, ils viennent de repasser en flux de trésorerie disponible positif. Donc, le free cash flow est repassé à la hausse à 25 millions de dollars de free cash flow généré sur le dernier trimestre. Donc, ça va nous amener juste ici, juste au-delà des zéros. Et là, je vous mets les deux courbes pour vous comparer à Enphase, qui a toujours eu une capacité d'autofinancement bien meilleure que SolarEdge. Et vous voyez, si je remonte ici jusqu'à 2020, ils n'ont jamais été dans la situation où ils brûlent du cash en trimestriel, alors que SolarEdge, clairement, beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est une des nombreuses raisons qui fait que j'ai toujours préféré Enphase à SolarEdge, parce que d'un point de vue des chiffres, je préfère l'entreprise, et même au niveau de la technologie, pour moi, il n'y a pas photo, je préfère celle d'Enphase, et ça, vous avez une vidéo comparative que j'avais fait à l'époque. De la même façon, sur les marges, si vous regardez, eh bien, vous avez Enphase qui les tient beaucoup mieux dans le temps. Vous avez en vert et en bleu foncé les marges sur flux de trésorerie disponible et les marges brutes d'Enphase. Et on voit que depuis 2018, globalement, elles sont bien meilleures que SolarEdge et surtout, elles tiennent dans le temps, alors que sur SolarEdge, elles se sont écroulées récemment. Donc voilà. SolarEdge a eu des bonnes nouvelles sur le flux de trésorerie disponible notamment, mais il n'empêche que sur le long terme, je confirme que je préfère Enphase. Évidemment, je ne mettrai jamais tous mes œufs dans le même panier, et même si j'ai des titres en baisse dans le portefeuille, j'en ai deux comme vous le savez, Enphase et Celsius, tout le reste est à la hausse et j'ai clairement eu une performance qui a été au-delà de toutes mes espérances sur 2023 et 2024. Je vous montre parfois les performances du portefeuille et clairement je suis très content, malgré des entreprises qui se portent pas bien en ce moment parce qu'on a une difficulté sur le secteur. Donc toujours ne pas mettre ses œufs dans le même panier, mais je reste confiant sur le long terme, sinon j'aurais vendu l'entreprise et pour ça vous avez des vidéos sur la chaîne où je parle plus en détail d'Enphase. Quand je regarde le cash et la dette sur SolarEdge, on voit qu'ils ont assez de cash globalement pour payer leur dette long terme s'il le fallait. Par contre, soyons clairs, quand vous voyez les flux de trésorerie disponibles, ils ont fait 25 millions là sur le dernier trimestre. Même si on fait ça x4, ça fait 100 millions par an. Et en face de ça, vous avez 700 millions de dettes. Donc il va falloir à un moment quand même que les flux de trésorerie repartent fortement à la hausse parce que sinon ça va prendre très longtemps pour rembourser cette dette. Et c'est un peu plus propre sur Enphase. Déjà, la capacité d'autofinancement, eh bien, elle n'a pas touché les zéros depuis très longtemps. Vous avez plus de cash que de dettes. Et en termes de flux de trésorerie disponible, là sur 12 mois glissants, on a généré 480 millions donc sur la dernière année et on est sur une dette à 1,3 milliard. Donc voilà, il faudra un petit peu plus de 2 ans pour la rembourser. Donc c'est quand même plus propre que SolarEdge et encore une raison qui fait que j'ai toujours préféré Enphase et c'est pour ça que je l'ai en portefeuille. Maintenant pour SolarEdge, je suis content pour eux. C'est pas vraiment des concurrents d'Enphase parce que c'est pas tout à fait la même technologie. Ils ont une technologie qui est plutôt destinée à des grosses installations, peut-être plus industrielles ou vraiment des grosses maisons, alors qu'Enphase ils sont beaucoup plus sur des micro-inverteurs destinés sur des petites maisons. Mais je voulais quand même vous parler de SolarEdge parce que ça reste une bonne nouvelle que d'autres entreprises du solaire remontent la pente. C'est un secteur que je continue à couvrir. On n'est pas encore sorti de l'auberge, la traversée du désert est longue, mais sur le très long terme, j'ai toujours dit que pour moi le solaire avait de l'avenir, qu'on avait un réacteur à fusion nucléaire dans le ciel et qu'il fallait l'utiliser. L'avenir nous dira si j'ai eu raison. Pour l'instant, le portefeuille se porte bien malgré cette entreprise et je pense qu'un jour, je repasserai en positif dessus. D'ailleurs, on n'est pas si loin que ça non plus. Honnêtement, en bourse, ça peut aller très vite de repasser en positif et ensuite d'avoir des gains. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.